Salut à tous, moi c'est Madji, je suis basé à Toulouse. Vous me connaissez peut-être sous plus différentes casquettes puisque je suis producteur d'événements, manager d'artistes, mais la casquette qui compte le plus aujourd'hui c'est celle de cofondateur du projet Forward, qui organise le 18 octobre 2025 la journée en hommage à DJ Mehdi à Toulouse. J'aimerais qu'on commence cet épisode de podcast par peut-être ma chanson préférée de Mehdi, qui est sortie à l'époque sur le label Headbanger Records et qui s'appelle I Am Somebody, en featuring avec Day One de Chromeo. DJ Mehdi, Lucky Boy in Toulouse. Une collection de podcasts produite par Forward et Warous Productions. Épisode 6, Madji. C'est bien de commencer comme ça parce que en fait j'ai d'abord rencontré DJ Mehdi artistiquement avant de rencontrer Mehdi physiquement. Ça s'est vraiment fait comme ça. Moi j'ai grandi dans les années 90. J'écoutais la radio non-stop. Enfin, c'est pas que j'écoutais la radio, j'écoutais une radio. Cette radio, c'est la radio première sur le rap, c'est Skyrock. Première parce que la seule, c'est vrai. Ça a un peu changé aujourd'hui, mais ouais, dans les années 90, 2000, c'était Skyrock. Surtout à Toulouse, voilà, c'est la radio quand t'es amateur de rap sur laquelle tu te branches. Et moi j'y passais littéralement toutes mes journées au point que ça devienne problématique. Ma mère me disait, mais Gilles, éteins la radio parce qu'elle tournait littéralement 24 heures sur 24. Je l'éteignais pas, je me couchais avec la radio en fond et je me levais, la radio était encore allumée. En plus, le rap, c'est pas nécessairement une musique qui était trop appréciée dans mon cercle familial parce que je suis d'une éducation assez traditionnelle, très ancrée dans les valeurs de la famille et la religion. Et quand t'écoutes un peu ce qui se dit dans certains morceaux de rap hardcore, oui, c'est pas trop en phase avec, disons, l'éducation que ma mère voulait me donner. Mais c'est pas grave parce que cette musique, je prends une énorme gifle en l'écoutant. Je suis un peu l'éponge, sans trop m'intéresser au départ à qui sont les personnes en fait qu'il y a derrière. Je connais les groupes iconiques évidemment des années 90, que ce soit IAM pour Marseille, NTM pour Paris, l'AFF également, enfin, et même des Toulousains comme les Toulousains de KDD aussi qui à l'époque quand même avaient une certaine place dans le paysage français. Mais le déclic, on va dire, qui me donne envie de m'y intéresser vraiment à fond, c'est quand je me mets à écouter un peu moins la grille de programme de la journée, mais je me mets plutôt à m'intéresser aux émissions spé, qui commençaient généralement avec Planète Rap. Donc c'était de 19h à 20h, je crois, Planète Rap. Et toutes les émissions qu'il y avait derrière. Puisque c'est là, en fait, où tu commençais à avoir des émissions qui étaient drivées par des artistes, par des DJ, et qui allaient un peu chercher l'essence du rap un peu underground. T'avais Cut Killer avec son Cut Killer Show, Jackie Benji Denegmaron avec Couvre-feu, Total Chaos avec Dave Bond et DJ Cops d'IAM, enfin voilà. Et c'est ça en fait qui, je pense, fait le gros de mon éducation rap. Et c'est là typiquement où je me mets à entendre parler de la Mafia Quinfri. Mafia Quinfri au travers du 113, de Rof, de plein d'artistes un peu comme ça, qui déjà m'intéressent dans la manière de rapper, toute l'aura qu'il y a derrière aussi, parce que Mafia Quinfri, surtout quand tu voyais les clips à l'époque, c'était genre, laisse tomber, ils sont 50, ils sont tous sapés, ils ont tous le cuir Mafia Quinfri, c'est ça, il y a le blouson cuir Mafia Quinfri, moi qui m'a fait rêver pendant des années, j'en rêve encore. C'était un crew de potes qui faisaient de la musique sans concession, avec vraiment leur univers, avec c'était tous des lyricistes de malades. Vraiment, moi, c'est ça que j'ai surkiffé avec eux. Et t'avais vraiment cette dimension d'équipe, quoi. Moi, qui m'a toujours fait kiffer et qui continue à me faire kiffer aujourd'hui. Et c'est peut-être là, en fait, que je commence, enfin, je sais même pas qui est DJ Mehdi à l'époque.
puisque les DJ, les producteurs, ils sont pas nécessairement mis en avant. On parle beaucoup des rappeurs, plus que ce qu'il y a autour. Contrairement à aujourd'hui où le beatmaker commence à avoir, enfin, a une place un peu plus, enfin, beaucoup plus marquée. Moi, à l'époque, j'écoute du DJ Mehdi sans savoir que c'est du DJ Mehdi. C'est plus ou moins à ce moment-là, puisque c'est le moment aussi où je commence à avoir un peu d'argent pour acheter mes propres scuds, mes propres disques, en fait, de rap. Et bien évidemment, hors de question qu'on m'offre ce genre de musique à mon anniversaire, ou des choses comme ça. Donc, je suis obligé d'économiser mon argent de poche pour pouvoir moi-même les acheter. En fait, c'est pas comme aujourd'hui où, bon, en un clic, t'as littéralement toute la musique du monde à ta disposition. Là, ouais, il fallait à la Fnac. Il fallait faire les bacs de scud qu'il y avait. Et puis, fallait bien choisir parce qu'une fois que t'achetais ton album qui était dans tes mains, tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, en fait, tu l'as acheté et t'as généralement pas un milliard d'alternatives. Donc, ouais, les premiers albums que j'achète, je les ponce en long, en large et en travers, et surtout je me retrouve à lire beaucoup les petits livrets qu'il y a à l'intérieur. Et c'est comme ça en fait, donc en apprenant aussi tous les lyrics de tous les albums, que je vois les crédits. Et en fait, il y a du coup, je me retrouve à connaître aussi un peu l'envers du décor et à apprendre en fait qui sont à la base en fait les producteurs et les beatmakers derrière ces morceaux. Et c'est vraiment comme ça que je tombe la première fois sur le nom DJ Mehdi. Je suis assez jeune à cette époque-là et j'ai pas encore on va dire le bagage musical pour apprécier ce que j'écoute à sa juste valeur. Ça vient beaucoup plus tard. Ça vient quand je suis dans mes années lycée, tu vois, même un peu après, où je me mets vraiment à m'intéresser à la musique au sens large et où je reviens en fait un peu sur toutes ces prods. Et du coup, je me rends compte à quel point c'était exceptionnel s'il sortait. Mais non, à l'époque, je suis totalement je suis une éponge qui absorbe tout, mais sans aller trop dans le fond des choses. Mais c'est un peu là où je fais la découverte de DJ Mehdi. Il y a un truc aussi intéressant avec Skyrock, parce que c'est la découverte de DJ Mehdi, mais c'est la découverte aussi de la musique électronique. Parce que Skyrock, je crois que c'était tous les dimanches ou deux dimanches par mois, après minuit, t'avais une émission qui s'appelait la Sky Rave, qui débutait. Qui était une émission spécialisée dans la musique électronique. Donc la house, la techno, la drum and bass, la trance. Et je me souviens à l'époque de m'être un peu fait la réflexion, tu vois, parce que je me dis, mais attends, mais c'est bizarre. Skyrock, c'est premier sur le rap. Et genre, là, la musique que j'écoute, c'est pas du tout du rap. Genre, déjà, il n'y a pas de paroles. Ça, déjà, premier changement. Et puis, c'est des sonorités que moi, je connais pas, quoi. C'est là où, c'est là où je découvre Daft Punk. Moi, Daft Punk, je me mets à en écouter un peu comme tout le monde parce que ils ont le succès, ils ont l'aura qu'on leur connaît. Mais avant ça, moi, je sais pas ce que c'est la techno, je sais pas ce que c'est la house, et je suis intrigué. Donc, merci Skyrock d'avoir fait découvrir tout ça quelque part, parce que ouais, il y a déjà en fait ce lien musique électronique et rap qu'incarne Mehdi évidemment tout au long de sa carrière, qui se dessine déjà. L'élan de la claque, assez étonnamment, il vient à un moment où je me mets plus trop à écouter de rap. Là, on est dans le début des années 2000. Lui, il a déjà commencé à basculer, mais il est encore, tu vois, dans la sphère un peu underground. Non pas qu'il l'ait quitté, mais typiquement tout le travail qu'il a eu avec le label Espion, ces différents alias qu'il a fait et qu'il a eu sur lesquels il a un peu expérimenté entre les deux genres. Moi, ça à l'époque, je le passe totalement au travers parce que je suis pas du tout connecté à cette scène-là. Mais c'est plutôt au moment où je me mets à sortir. Je me mets à sortir, donc là à l'époque j'ai début vingtaine. Je commence à sortir dans les différents établissements de nuit toulousains. Sauf que je me rends compte que j'arrive pas à trouver ce que je recherche. Je suis toujours passionné par la musique, je suis toujours passionné par le fait d'aller découvrir de nouvelles choses, d'aller chercher un peu la claque, comme tu dis. Et au final, dans la nuit toulousaine, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. On est sur des ambiances assez généralistes, sur des établissements où genre on est plutôt là pour boire des coups avec des potes et faire des rencontres que plus venir apprécier la musique. Alors il y en avait sûrement à l'époque, mais en tout cas c'est pas les endroits où je sors. Et il y a un moment un peu décisif, c'est quand je me mets à découvrir en fait la musique d'Headbanger, tout simplement. Alors c'est via les soirées, via les réseaux sociaux, via MySpace.
Parce que c'est là où, au final, la suite de ma découverte musicale continue. La radio, j'en écoute plus trop au début des années 2000. J'ai Internet, j'ai Internet chez moi, donc je suis en train de naviguer MySpace, qui est cette sorte d'ancêtre des réseaux sociaux, qui était quand même spécialisé pour la musique à la base. T'as les blogs qui se mettent à relayer pas mal de musique de manière totalement gratuite, et ça c'est pareil. En fait, ça me permet d'ouvrir mon spectre musical presque à 360, quoi. Et c'est peut-être pour ça aussi que le rap m'intéresse un peu moins, et je me mets, tu vois, à aller m'intéresser typiquement à la musique électronique, parce que c'est pour moi c'est un peu nouveau. Et comme je te disais, les Daft étaient là en tâche de fond, mais je réalisais pas en fait l'ampleur que le succès qu'ils avaient à l'international, et surtout sur ces scènes-là. Pendant longtemps, moi les Daft, je savais même pas qu'ils étaient français. Je prends une énorme claque en écoutant, en matant le clip de Daft Punk. Et je me dis, mais attends, mais ça ressemble à aucun clip que j'ai jamais vu. Déjà, encore une fois, il y a pas de parole. C'est un sorte de film. Des Daft Punk, en fait, tu les vois pas dedans. Donc, tu comprends pas trop. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on a l'habitude d'avoir en tant que clip de l'époque, où généralement, t'as quand même toujours, les personnes qui sont derrière les groupes qui sont présentes à l'image, et là, pas du tout. Donc, ça m'intrigue. La musique électronique m'intrigue. Et Headbanger, moi, je le prends un peu comme, je pense, tous les kids de ma génération, c'est Justice qui débarque avec leur single, je pense, qui a un peu fait découvrir cette musique-là à beaucoup de gens. C'est le single Dance, avec le clip célèbre des t-shirts qui a été réalisé par Somi. Et bon, je tombe dessus un peu par curiosité. Je t'avoue que je suis un peu dubitatif au début, parce que j'écoute et je me dis, ah tiens, c'est marrant, il le catégorise en tant que musique électronique, mais on dirait que c'est de la disco. Et puis t'as un chœur d'enfant qui chante dessus, ouais, bizarre. Peut-être que ça me rappelle un peu l'époque où j'étais choriste dans une chorale. Enfin, tu vois, je comprends pas trop. Et puis à force de l'écouter, je commence à rentrer dedans. Je prends ma deuxième énorme claque après la claque du rap, en écoutant le single Waters of Nazareth de Justice, qui vient quelque part venir cristalliser un peu le son de cette époque pour moi. C'est une énorme gifle, parce que j'avais jamais entendu de la musique comme ça. Ça mêle de la musique électronique, ça mêle du disco, ça mêle du rock ultra saturé. C'est une énergie que on n'avait pas l'habitude en fait d'entendre, que ce soit dans les productions musicales à l'époque, mais surtout, et je reviens un peu au premier point, dans les soirées. C'est à ce moment-là aussi où du coup je me mets un peu à sortir et je me mets à chercher en fait les soirées où on passe ce genre de son. Et pour ceux qui sont sortis dans ces soirées-là, ou dans les clubs qui passaient cette musique-là dans la première partie des années 2000, savent que c'était complètement incroyable. C'est dans les établissements qui aujourd'hui n'existent plus malheureusement, mais t'avais sur l'île de Ramier, par exemple, un complexe de boîtes qui de manière assez régulière programmait des soirées avec des soirées comme ça. T'avais aussi peut-être le club, le fief de ces soirées-là, qui était l'Ambassade. Donc c'est un club qui avait au bord du canal, pas très loin de la gare, qui était en fait une ancienne ambassade, qui avait été réhabilitée en bar, club dansant, mais qui dans sa programmation proposait énormément en fait de soirées électro. Et en fait la première fois où je me reconnecte avec DJ Mehdi, c'est quand je vois, alors c'est déjà quand je capte que dans le roster de Headbanger, parce que je me renseigne un peu, tu vois, je regarde, attends, il y a qui Headbanger, c'est génial, mais qui c'est qu'il y a derrière? Donc, ah tiens, Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk. Je fais, ah ouais, d'accord, ok. Il y a les Justices que je connais déjà, du coup, que je me mets à idolâtrer, tu vois. Et je vois DJ Mehdi. Et je me dis, mais attends, mais c'est bizarre, DJ Mehdi, ce nom, il me dit quelque chose. Ça fait écho, en fait, à ce que j'ai pu écouter pendant ma période rap.
Mais je comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'il est là. Parce que c'est quand même un label électro. C'est ça aussi qui est cool avec la période Headbanger, c'est que les sortes de les barrières entre guillemets qu'il y avait commencent à tomber. Et c'est ça qui me plaît dans ces soirées aussi, c'est parce que tous les styles se mélangent. T'as autant des gens du rap que autant des gens d'électro que autant des gens du rock. Du coup, le moment où je reconnecte avec DJ Mehdi, c'est une soirée qui se passe au Pink Flower, où il est programmé. Et je me dis tiens, mais vas-y, je vais aller voir parce que du coup, moi, je connais la musique qu'il produit. Il est programmé sur une soirée identifiée Headbanger, donc qu'est-ce qu'il va proposer? Et c'est vraiment une soirée où je prends là, du coup, ouais, voilà, ma troisième grosse gifle, parce que je passe la soirée, accroché à la barrière. Faut dire, c'est que ces soirées, c'était quand même assez particulier comme ambiance, assez sauvage. Les clubs étaient, mais blindés, remplis à craquer, ça pogotait dans tous les sens. Les gens faisaient la fête comme rarement je l'ai vu. Même jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a vraiment une énergie qui est moins marquée, qui est moins présente. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de smartphone aussi, et qu'on était beaucoup moins sur nos téléphones, et qu'on était plutôt là pour venir profiter. Et c'est simple, à l'issue de cette soirée, je me dis, mais j'ai vraiment envie d'apprendre à devenir DJ. En fait, c'est la soirée qui m'a donné envie de m'intéresser davantage au monde du DJing, parce que de l'avoir vu mixer, c'est tout ce que je kiffais à l'époque et je continue à kiffer aujourd'hui. C'était éclectique, c'était mixé vraiment avec d'une main de maître. Pour moi, la définition du DJ, tu vois, c'est le mec qui fait danser les gens. Alors ça, déjà, c'est bon, le cahier des charges, il le remplissait. Mais pour moi, la marque d'un excellent DJ, c'est quelqu'un qui vient de faire danser sur des sons que tu savais pas que tu avais envie d'entendre. Et tous ces sets, c'était ça. Il pouvait jouer du Prince, il pouvait jouer du Justice, des classiques, du rock, etc. Et en fait, à aucun moment, du rap bien évidemment, mais à aucun moment, tu disais, tiens, c'est bizarre en fait d'entendre ces morceaux sur la mix ensemble. Et c'est là où j'ai ce déclic qui se crée, où je deviens mais complètement omnibulé en fait par ce style-là, du coup par leur crew, par lui et par sa manière de mixer. Et c'est vraiment à cette époque-là où je me dis, putain, ce serait trop cool. J'aimerais vraiment apprendre à mixer. Parce que l'énergie qu'il dégageait et surtout la sorte de connexion qu'il avait avec le public dans un environnement de club assez différent de ce qu'on retrouvait à l'époque à Toulouse. Ouais, c'était magique, quoi. Du coup, cette claque, je la prends et du coup, je me pose et je me refais un peu l'historique en rentrant chez moi de en fait qui est DJ Mehdi. En fait, ok, d'accord, donc c'est bien le mec. De toute façon, je l'ai vu. C'était vraiment lui. C'était bien lui qui était producteur de la Mafia Cafri à l'époque, qui aujourd'hui est sur Headbanger. Je parle de I Am Somebody dans l'intro, c'est mon morceau d'intro. Et en plus de cette soirée-là, c'est aussi le clip qui m'a permis en fait de raccrocher les wagons, puisque dans ce clip, donc c'est Mehdi qui est mis en scène avec un mec qui croise régulièrement dans la rue, et puis ils se font des checks, et puis tu te rends compte qu'au début ils se connaissent pas trop, et puis au fur et à mesure de la musique, en fait, ils commencent à lier une relation d'amitié, tu vois. Et dans le background, tu regardes, en fait, t'as à la fois les mecs de Justice, les mecs, il y a Pedro Winter, le mec de Justice, le mec d'Headbanger, il y a Fafi qui est là, et en fait, à la fin du clip, t'as Mokobe qui débarque. Je me souviens vraiment aussi de ce moment où de mater ce clip pour la première fois, et de vraiment poser la vidéo et de me dire, attends, mais c'est Mokobe du 113 qui est avec Pedro Winter d'Headbanger. Et j'ai vraiment eu cette sensation de, tu vois, quand t'es face à une équation, que tu n'arrives pas à trouver la solution, et en changeant un paramètre, il y a tout qui devient clair. C'est exactement ça. C'est comme si Mehdi était venu faire le lien, et c'est exactement ce qui le caractérise de toute façon, entre ma première partie où je me mets à écouter que du rap, et la deuxième partie de mon aventure musicale où je plonge les deux pieds, les deux mains, la tête en avant dans l'électro, et le dénominateur commun, c'est lui. Suite à cette première soirée, comme je le disais, je développe une passion sans limite pour Headbanger, pour DJ Mehdi en particulier, parce que j'ai envie de retrouver ça. Enfin là, je mets le doigt sur une expérience de week-end où je me dis, mais en fait, je veux que ma vie, ce soit ça tous les prochains week-ends. Je veux plus sortir dans les clubs éclatés de la ville, là, à Toulouse. Je veux des soirées Headbanger avec DJ Mehdi tous les week-ends. Donc, moi, je suis étudiant à l'époque. Je roule pas non plus sur l'or, mais
tout l'argent que je peux mettre de côté, je le mets pour le suivre sur des dates, que ce soit à Paris, à Toulouse, en Espagne, etc. Enfin, j'essaye vraiment de le suivre au maximum. Je les fais pas toutes évidemment parce que bon ben voilà, mais j'essaye vraiment d'être présent assez souvent. Et c'est un peu à ce moment-là aussi que il capte. Il se rend compte qu'il y a toujours un mec au premier rang qui est là et qui décroche pas de la soirée, qui fait partie des premiers et qui fait partie des derniers à partir. Et ce mec, c'est moi. Au point que ouais, des fois, je me retrouve à le voir 3 fois en 2 semaines. Et c'est comme ça aussi que du coup que la rencontre se fait. C'est que moi, je bosse pas encore dans le milieu de la musique à cette époque-là. Je suis encore étudiant et c'est un milieu, moi, le monde de la nuit, c'est un milieu qui m'impressionne énormément. Même si aujourd'hui, tu peux me connaître comme le mec de la nuit à Toulouse qui a organisé 1000 trucs, etc. Moi, à cette époque, je suis quand même assez introverti. Ça m'impressionne. J'ai pas les codes. Moi, en plus, quand tu débarques pour la première fois dans un gros club à Paname, ayant vécu les petites expériences que tu as eues à Toulouse. Ouais, tu t'hallucines complet. Et j'essaye de combattre ça en me disant, mais si t'as vraiment envie de faire partie de ce milieu-là, même si je me dis, je suis pas encore à me dire que je vais en faire mon métier, il faut que tu les rencontres, ces gens-là. Il faut que tu ailles les voir, il faut que tu arrives à créer le contact. Et ouais, c'est ces premiers contacts qui sont là aussi. Il y a quand même un moment assez marrant, c'est que je crois que je vais le voir à Paris une première fois, genre je sais plus, un vendredi. Le samedi, il joue à Toulouse et je suis à Toulouse. Et genre la semaine d'après, il est à Barcelone, il joue au Razzmatazz et je suis au Razzmatazz. Et il y a le moment vraiment où il avait déjà capté, tu vois, mais qui j'étais, enfin voilà, on se savait. Mais il y a vraiment le moment où je pense il est en train de faire son set à Barcelone au Razzmatazz, qui est une grande salle de concert là-bas, et il se met à scanner la foule, tu vois, genre un peu pour regarder le public, quoi, tu vois. Et quand il me voit, t'as vraiment le blocage où il s'arrête sur moi, on se regarde, et il avait pas besoin de dire quoi que ce soit, mais je pense que dans sa tête, il est en train de se dire, mais qu'est-ce que tu branles de ta vigile en fait? Mais t'es encore là au premier rang, genre mais fais autre chose en fait, va voir d'autres trucs. Et non, moi c'était ça, c'était Headbanger Life, DJ Mehdi, Justice à fond quoi. La rencontre, elle se fait en effet au moment où les barrières s'écartent, et c'est surtout où moi je brave ces barrières. C'est le moment où j'essaye de me faufiler dans tous les backstage de tous les clubs pour les rencontrer, tout simplement. Et au début, c'est naze. Enfin, c'est soit à la fin de leur set où je suis juste là à leur dire oh c'était génial, merci beaucoup, limite un peu tremblant, à balbutier 2-3 mots. Et puis au fur et à mesure, c'est vraiment essayer de se créer des moments un peu plus privilégiés. Je suis toujours pas en fait de ce milieu-là. Donc quand j'arrive à les catcher, c'est parce que j'ai réussi à feinter le vigile pour passer derrière les backstage. Et c'est là aussi où je me retrouve confronté au côté un peu dur de ce milieu. Parce que c'est la nuit, surtout le milieu artistique, tu rencontres des personnes. Enfin, c'est beaucoup d'ego, beaucoup de personnalités franches, fortes. Si toi t'as pas un peu de répondant, tu peux très très vite te retrouver à te faire bolosser, à te faire dégager. Et Mehdi, c'est la seule personne qui a toujours pris le temps. On parlait de la soirée, on parlait des dernières sorties, on parlait de la musique, on parlait de l'actualité de manière un peu générale. C'est des discussions que tu as avec des personnes en club, tu vois, donc tu vas pas te remettre à refaire la vie, à refaire le monde avec elle. Mais il aurait pu très bien se dire, putain, mais c'est encore Gilles, le mec chelou là, qui est tout le temps là aux soirées. Vas-y, genre, frère, j'ai pas le temps. Non, pas du tout. En fait, il a toujours pris le temps de discuter, même si t'es 5-10 minutes au début, tu vois, me demander comment ça va et tout. Trop cool d'être venu, ça fait plaisir de te voir. Merci pour la force que tu nous donnes, merci pour le soutien. Et puis voilà, c'est vraiment les premiers contacts, c'est ça. Mais ce qui m'a touché, c'est cette générosité.
Parce que vraiment, il aurait pu très bien m'envoyer bouler comme, je pense, les milliers de personnes, les milliers de fans qui sont à leur grappe à cette époque. Non, lui, vraiment, il a toujours été dans la bienveillance et dans mais vas-y, pas de problème. Ça me fait plaisir que tu aies fait l'effort de venir. Donc, je vais prendre le temps de discuter avec toi. Je rentre dans ce milieu-là. Je termine mes études. À la base, moi, je fais des études en informatique. Donc, je suis pas du tout prédestiné, en fait, à la carrière que j'ai aujourd'hui. En ayant mes premières expériences en informatique, en ayant mes premières expériences professionnelles en informatique, je me rends compte que malgré que ce soit une passion pour moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire plus tard. Là, ça y est, j'ai les deux pieds dans la musique. Je passe mes week-ends en club. Je me dis qu'il y a potentiellement une opportunité là que je pourrais me créer. Donc, je décide de me mettre un coup de volant à 90 dans ma carrière professionnelle et dans ma carrière professionnelle pour vraiment me lancer dans le monde de la musique. Et moi, je suis toujours basé à Toulouse. C'est à ce moment-là où je rencontre Sophonique, qui est donc pareil un des invités de ce podcast, qui est mon mentor, puisque donc quand je sais pas trop par quelle boule prendre cette entrée dans ce monde-là, parce que c'est quand même un peu une nébuleuse, tu sais pas trop. Enfin, le monde de la nuit, le monde de la musique, ça fait rêver, ça fait fantasmer, mais en gros, si t'as pas de contact, c'est ultra dur en fait de pouvoir y rentrer, d'y mettre un pied en tout cas. Et Sophonique à l'époque, avec son crew de diffusion, ils organisaient déjà des soirées où j'étais quasiment tout le temps là. Et un peu au culot, je leur envoie une demande de stage pour savoir s'ils cherchent un stagiaire. Eux, ils avaient déjà l'habitude de faire venir en plus les artistes d'Headbanger, DJ Mehdi, etc. Donc je me dis, c'est les bonnes personnes à qui parler. Et c'est comme ça que ça se fait. On est en 2010, si je dis pas de bêtises, en 2011. 2011, donc juste avant le décès de Mehdi. Et c'est le moment où je me dis, putain, trop cool, ça y est. En fait, je vais quitter le monde de la fanbase, même si t'as toujours un pied dedans, tu vois. Mais je vais vraiment pouvoir me mettre à travailler dans ce milieu-là. Et au final, j'ai commencé à avoir mes premières expériences, commencé à produire nos premiers événements. Sauf que, en septembre 2011, malheureusement, Mehdi décède. Moi, je me souviens vraiment de ce moment-là où on apprend la nouvelle et je saurais même pas te le décrire, en fait. C'est comme si on se connaissait, on se savait. J'avais pas non plus une relation de pote avec lui, mais avec tout ce qu'il avait pu faire, il était venu me marquer et puis il faisait partie des figures un peu totalement des figures d'inspiration que j'avais, tu vois. La question d'arrêter ou pas, non, parce que je suis au tout début et ma décision elle est prise. Je veux vraiment essayer de construire ma carrière professionnelle dans ce milieu-là. Mais oui, c'est comme si tu perdais. C'est pas comme si, c'est tu perds une des figures d'inspiration. Et il y a un peu ce vide qui se crée où tu te dis, oh putain merde, comment je vais faire, vers qui je vais me tourner en fait. Moi j'ai Mehdi qui est là comme figure de référence dans la partie production, la partie DJing, l'ambianceur de soirée. Merde, vers qui je vais me tourner quoi. Qui c'est que je vais regarder? Honnêtement, je sais pas. Je pense que je me suis juste dit bon c'est une épreuve, mais vas-y fais-le. En fait, continue. C'est aussi ça te montre aussi que la vie tu sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Et si t'as vraiment la motivation en fait de faire ça de ta vie aujourd'hui, fonce. En fait, Mehdi sera toujours là, il sera toujours là dans sa musique, il sera toujours là dans le modèle il avait pour toi, il sera toujours là dans les souvenirs que t'en as, des discussions que t'as pu avoir avec lui. Genre ouais, fonce. Regarde, enfin c'est une vraie épreuve et tout le monde de la musique de toute façon s'est retrouvé choqué par sa disparition. Mais comme on dit, show must go on, quoi. Ma passion pour Headbanger, elle perdure, encore une fois. Même si Mehdi n'est plus là, en fait, il sera toujours là, quelque part, et ça vient pas non plus changer diamétralement, moi, la vision que j'ai du label et des artistes, de tous les autres artistes qu'il y a, hein, parce qu'évidemment, il y avait pas que. Donc, je me dis, non, mais vas-y, continue, et quelque part, essaye de garder cette inspiration. Parce que c'est vraiment ça qui continue à me driver aujourd'hui dans tous les projets que je fais. Il n'y a pas de recette Headbanger. Pedro le dit, enfin, c'est le cumul de plein de choses. C'est de la passion pour la musique, c'est du collectif, un sens prononcé pour la direction artistique, le fait de vouloir expérimenter, entreprendre, etc. Et en fait, c'est tout ça que je prends et je me dis, ok, maintenant que t'es dedans, essaye de garder cet état d'esprit-là dans tous les projets que tu vas entreprendre. Ça, c'est l'arc Gilou le fan qui continue parce que oui, c'est pas parce que Mehdi n'est plus là que j'arrête d'aller aux soirées, au contraire.
j'y vais encore plus souvent et je me mets surtout à produire mes premiers événements avec les artistes d'Headbanger, donc c'est comme ça que le lien X se fait. La première fois que je mixe au Bikini, c'est pour une soirée Headbanger que j'ai organisée. Voilà, tout simplement. On fait venir Pedro, on fait venir Boston Bun, on fait venir Feeds. Moi, je suis déjà un peu... Enfin, du coup, j'apprends à mixer entre-temps et je commence déjà, tu vois, à me produire sur scène. Et vraiment, la première fois que je mixe au Bikini, c'est sur une soirée Headbanger. Et ça, c'est une fierté de fou, quoi. Donc oui, c'est au travers de tout ça où on continue à se côtoyer et puis les liens se renforcent, etc. Il y a quand même un tournant aussi. Donc là, on avance un peu plus tard, on avance en 2015, puisque moi, je quitte la France pour bosser en Espagne, pour bosser à Barcelone, dans un des plus gros festivals de musique électronique à l'époque. Sauf que j'en sors après 4 ans. Au travers de cette expérience-là, je vois un peu le côté sombre de ce milieu-là. Tout ce qu'il peut y avoir en termes de dérive, tout ce qu'il peut y avoir en termes d'excès, etc. Et ça m'en dégoûte un peu. Donc je rentre à Toulouse, un peu déboussolé, je sais plus trop où j'en suis. Là, c'est là où je me pose la question de est-ce que en fait c'est vraiment la carrière que je veux continuer à poursuivre. Et je démissionne de mon poste, je rentre à Toulouse et là en fait je vois qu'il y a Fafi qui annonce un événement, un festival. Nous on a aussi l'occasion de la croiser assez régulièrement dans les soirées qu'on organise, parce qu'elle est un peu pote avec toute la bande des gens qui sortent dans ces soirées-là. Petit aparté quand même, c'est que sur cette soirée au Pink Flower où je vais voir Mehdi jouer la première fois, Fafi est là. L'osmose, la synergie qu'ils ont tous les deux en fait durant cette soirée, moi pareil, elle m'émeut. T'as 20 ans, tu connais pas grand-chose à la vie, tu découvres ce mec qui est là, trop la classe, qui fait danser tout le club, qui a une sorte de charisme de fou, et à côté t'as sa meuf pareil qui l'accompagne. T'avais l'impression de vraiment de voir la rencontre de deux astres solaires, tu vois. Et Fafi, elle continue, tu vois, à sortir quand elle est sur Toulouse, à sortir un peu régulièrement dans les soirées qu'on organise. Et quand je vois cette annonce sur les réseaux, je me dis non mais en fait il y a pas un monde où je fais pas partie en fait de cette aventure-là. J'envoie une candidature comme ça, pareil. Un peu au culot en lui disant écoute voilà je sors de 4 ans de production d'événementiel dans la musique électronique à Barcelone, j'ai été responsable de communication, responsable de production, j'ai toutes ces skills que je peux t'apporter. Si tu veux on se cale quand t'es sur Toulouse, on boit un café et on voit si ça peut matcher, si vous pourriez avoir besoin d'une personne comme moi. Elle me répond, on va se caler, on va boire un café. Elle me dit franchement écoute Gilles, moi, j'ai personne pour m'occuper en fait de toute la partie communication du festival. Donc, si t'es chaud, vas-y, tiens. Je passe du méga down de Barcelone à genre un projet de fou. Le festival s'appelle Walk on the Pink Side, plus connu sous le nom de WOPS Festival, donc qui est à l'initiative de Fafi. Il y a quand même deux femmes à la tête de ce festival. Donc, il y a Fafi et il y a Marianne Bell, qui elle a été responsable de pas mal de projets dans le street art à Toulouse. Et c'est un festival qui a été pensé comme un festival de musique, un festival d'art dans la ville, un festival de rencontres, mais c'est surtout un festival d'inspiration, puisque donc c'est à destination de Toulouse, à destination de la jeunesse toulousaine, avec comme objectif de essayer de redonner la même inspiration que la ville de Toulouse a donnée à Fafi quand elle a commencé à peindre sur les murs de Toulouse. Purement au niveau esthétique, les soirées que j'organise depuis à Toulouse, c'est des soirées qui tournent autour de la house music. Moi, c'est ma musique de cœur, c'est la musique sur laquelle j'ai envie de danser, c'est la musique qui me donne envie de sortir et de lâcher prise et de faire la fête avec mes potes. Et c'est surtout la musique que j'adore mixer aujourd'hui parce que j'ai quand même cette casquette de DJ. Le dernier projet en date de Mehdi qui sort sur Headbanger Records, c'est un duo qui s'appelle Carte Blanche, avec qui il était avec son pote anglais Riton. On est en 2010-2011, je crois qu'ils ont l'occasion de sortir
3 maxi seulement, tu vois, sur Headbanger. Mais dans l'esthétique, en fait, on est totalement dans la house music que j'écoute et que je joue aujourd'hui. Ce qui est assez marrant parce que le retour, entre guillemets, de la house, il arrive plutôt, on va dire, dans les années 2014-2015. Donc, il avait déjà, tu vois, ce truc un peu précurseur de se dire, mais en fait, la house, il faut continuer elle a jamais disparu, hein, soyons d'accord. Mais entre l'électro ultra vénère de la première partie des années 2009 et le renouveau en 2015-2016, ben lui, il arrive en 2011 en disant, mais en fait, c'est ça les gars qu'il faut faire. C'est ça les gars qu'on doit jouer en club aujourd'hui. Et je vais créer un projet avec mon pote Riton et on va sortir de la house à l'ancienne. Enfin à l'ancienne. On va sortir de la house en tout cas, qui va faire autant danser les gens qui étaient fans de toute ma partie headbanger, électro, etc., que les gens qui sont un peu plus puristes de la house. Et jusqu'à aujourd'hui, dans tous mes sets, j'essaye de passer du carte blanche. Parce que c'est devenu un peu le modèle, quoi, tu vois, musicalement parlant, que j'essaye d'avoir dans mes soirées. Ouais, la sortie du docu, j'ai eu l'immense honneur d'être invité à l'avant-première au Grand Rex. Ouais, je me dis, on lui a vraiment rendu la place qu'il est censé avoir dans le paysage musical français et mondial. Parce que, ben ouais, oui, c'est un génie. C'est vraiment un génie. C'est un génie, c'est quelqu'un de visionnaire, qui a toujours été dans l'expérimentation, dans le déplacement, dans le fait d'aller chercher, ce sort de génie créatif. Clairement, il l'incarnait, quoi. Non, c'est pas que c'est pas trop tôt, parce que je pense qu'il fallait aussi ce temps, tu vois, pour faire le point, faire le deuil, aller chercher. Il y a un travail de documentation qui est incroyable dans ce documentaire. Rassembler les personnes aussi. Il a été au centre de 1000 projets et du coup d'arriver à juste trouver le temps, en fait, à rassembler les gens pour les faire parler d'un sujet qui est quand même lourd, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Et non, enfin, moi, encore une fois, là, je rentre dans le Grand Rex. Je suis Gilles le fan. Je reconnecte avec Gilles du début des années 2000, qui est là et qui prend gifle sur gifle aux soirées de banger quand il voit Mehdi mixer, en fait. Cette idée de vouloir faire quelque chose à Toulouse, elle naît complètement durant cette journée-là. J'arrive à catcher Thibaut lors de l'after party et je lui en parle et il me dit bah vas-y, ouais, si tu veux on en discute parce que je pense que ça pourrait être cool. Petit aparté sur le Wops d'ailleurs, en anecdote, avant de lancer tous les supports de communication du festival, je me souviens qu'il y a Fafi qui nous dit de rajouter une petite phrase en dédicace en fait à Mehdi et à Neil, puisque ce festival il leur était dédié, il leur était dédicacé, puisque Toulouse, ça a toujours été la deuxième ville de Mehdi. C'est une ville dans laquelle il a vécu, c'est une ville où il a bossé, c'est une ville dans laquelle il a une partie de sa famille, il a des amis, et il aurait adoré faire ce festival. C'était magique. Enfin, ouais, il y a pas d'autre mot, c'était magique. Et puis c'était juste la confirmation que ce documentaire, en fait, il a une portée qui va au-delà, en fait, de sa carrière et qui vient toucher toutes les générations avant et les générations d'après. Venir quelque part aussi montrer tout cet héritage-là aux générations d'après, c'est ma mission aujourd'hui. Et que ce soit dans les conférences qu'on organise, que ce soit dans mes DJ sets ou dans toutes les autres formats en fait qu'on propose avec Forward et tous les autres projets dans lesquels je suis super content en fait de voir que aujourd'hui des kids à la vingtaine, enfin je me revois dans les yeux des kids qui ont 20 ans aujourd'hui et qui découvrent qui découvrent DJ Mehdi pour la plupart. Bon, évidemment, on va terminer par une musique. Moi, je t'accompagne aussi dans la production de ce podcast. Donc, les épisodes, je les ai écoutés un peu en avant-première. C'est une question, quand moi, je me la suis posée avant qu'on enregistre, à laquelle j'avais du mal à trouver une réponse. Parce que autant débuter l'épisode par
un de mes tracks préférés. Je trouve que ça allait, mais de venir clôturer mon épisode par une autre musique, c'est pas le même exercice. Et il y a plein de musiques qui me viennent à l'esprit, mais s'il faut vraiment en choisir une, c'est Gare du Nord de Carte Blanche, donc le dernier projet qu'il a eu avec Riton, qui jusqu'à aujourd'hui, quand tu la joues, les gens mais pètent un plomb, parce que c'est un morceau qui pour moi vient vraiment symboliser ce qu'est l'énergie de la house music pour moi. Donc quand LB Akalabat l'a passé dans son dernier All Night Long au Bikini l'an dernier, c'est comme si on s'était retrouvé téléporté en 2010 quand le son est sorti. Et il y a ce truc où dès les premières notes tu sais que c'est ce morceau, et pour ceux qui le connaissent, c'est comme si c'était un peu une sorte de son de ralliement. Tout le monde se regarde et tout le monde se dit « Oh putain, il y a Gare du Nord qui va passer ». Et s'ensuit une euphorie générale. DJ Mehdi, Lucky Boy in Toulouse. Une collection de podcasts produite par Forward et Warous Productions.